Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues, de nous laisser entamer ce débat ici maintenant. Je me lève aujourd'hui prendre la parole sur le territoire ancestral et non cédé du peuple algonquin-Anishinaabe pour proposer la troisième lecture du projet de loi C-18, la loi sur les nouvelles en ligne. Cette loi oblige les grandes plateformes numériques comme Meta et Google à rémunérer les médias canadiens en échange de la diffusion de contenus d'actualité sur leur plateforme. Il s'agit d'un projet de loi que nous devons adopter d'urgence pour le bien de l'industrie et peut-être plus important encore, pour le bien du discours public et pour le bien de notre engagement à l'égard des valeurs démocratiques. Les sénateurs et sénatrices connaissent sans doute le projet de loi. Je ne m'attarderai donc pas sur les détails. Essentiellement, cette loi sur l'information en ligne encouragerait les plateformes numériques à conclure des accords commerciaux volontaires entre elles et les organismes de presse dont elles publient le contenu sur leur site. Et lorsqu'il n'y a pas d'accord, eh bien, il y aura arbitrage final. Ce qui est en cause, c'est le fait que ces mêmes plateformes numériques tirent un avantage économique, sous forme de recettes publicitaires, d'un contenu qu'elles ne produisent pas. Dans certains cas, ils paient les médias individuels pour leur contenu, mais dans de nombreux autres cas, elles ne le font pas. Le projet de loi C-18 garantirait que ces plateformes ne puissent plus choisir les médias qu'elles rémunéreront et celles ou les médias plutôt qu'elles ne rémunéreront pas. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un projet de loi visant à mettre sur un pied d'égalité les points de vente qui ont des accords, plutôt les médias qui ont des accords et ceux qui n'en ont pas. Beaucoup de ces derniers sont des maisons d'édition, en fait, sont plutôt des éditeurs de petite et moyenne envergure qui continuent à publier malgré des budgets réduits, qui ont déjà supprimé des emplois et des salaires. Depuis 2008, le Canada a perdu plus de 460 organes de presse. 5 mois à peine, Postmedia, qui exploite plus de 100 journaux grands et petits dans tout le pays, a annoncé une réduction de 11 % de son personnel. De nombreuses publications aidées par ce projet de loi ont déjà fait des efforts héroïques pour desservir le public. Ça me fait penser, par exemple, au service public rendu par la presse des langues minoritaires de notre pays, qui a informé diverses diasporas sur la manière de se protéger contre le coronavirus. Les nouveaux Canadiens, dont beaucoup ne parlent ni l'anglais ni le français, n'avaient nulle part où aller pour obtenir les informations dont, et c'est pas une exagération, les informations dont ils avaient besoin pour survivre. Ces publications ont répondu à l'appel, certaines d'entre elles fonctionnant à perte. Il est légitime de se demander si elles seront encore là lors de la prochaine urgence de santé publique. D'autres, comme les médias ruraux et nordiques, ont pu continuer à publier les événements de leur communauté, reliant les régions les plus éloignées de notre pays à nos plus grands centres de population. Ces médias jouent un rôle crucial à une époque où la polarisation au Canada et dans le reste du monde entrave notre capacité à dialoguer. D'autres publications dans les sphères des langues minoritaires, langues autochtones et autres langues s'efforcent d'informer les lecteurs souvent mal desservis. Il s'agit donc d'une initiative qui aidera ceux que je viens de mentionner s'ils veulent en faire partie. J'empresse toutefois d'ajouter que C-18 ne doit pas être considéré par quiconque comme une panacée. Il ne s'agit que de l'un des nombreux programmes déjà mis en œuvre pour aider notre industrie de l'information à faire face et, espérons-le, à prospérer dans un environnement numérique en constante évolution. Je pense que l'avenir du journalisme sera façonné non seulement par les médias traditionnels qui auront survécu, mais aussi par ces nombreux petits médias souples et qui ont une bonne capacité d'adaptation, qui ont commencé à se développer. Beaucoup de ces médias ont comparu devant nous lors de nos auditions en comité. Je pense à The Logic, une publication numérique qui couvre l'économie de l'innovation, fournissant des rapports approfondis sur les organisations, les politiques et les personnes qui sont à l'origine des changements transformationnels. Les sénateurs et sénatrices le savent peut-être que c'est un sujet qui me tient à cœur. Malgré l'engagement de The Logic sur des sujets aussi novateurs, le journal se trouve dans une position concurrentielle désavantageuse face à des médias plus importants qui ont déjà conclu des accords avec les grandes plateformes numériques. En effet, le directeur général de la publication, David Skoke, a d'ailleurs déclaré qu'il était malheureux de se trouver dans une situation où il devait compter sur des accords avec des entreprises privées comme Google pour financer le journalisme de sa publication. Mais The Logic se sont obligés de soutenir cette loi parce que les grandes entreprises technologiques choisissent les médias qu'elles veulent soutenir par des accords volontaires et s'abstient de soutenir les autres. Voilà qui crée des conditions inégales pour tous les joueurs.
Si nous voulons encourager le développement de publications telles que The Logic, qui selon moi sont le genre de publications qui représentent l'avenir, nous ne pouvons permettre aux grandes plateformes numériques de ne signer des accords qu'avec les plus grands acteurs. Cela crée une injustice concurrentielle et, plus inquiétant encore, ça permet aux grandes entreprises technologiques de sélectionner les gagnants et les perdants, ce qui est exactement la critique qui est formulée au gouvernement et qui lance des initiatives telles que ce projet de loi. Je pense qu'il est préférable de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, en particulier dans ce secteur qui fournit un service public aussi important que le journalisme. L'ajout de cette initiative à d'autres adoptées par le gouvernement, notamment le Fonds canadien pour les périodiques, l'initiative pour le journalisme local et le crédit d'impôt pour l'emploi dans le secteur du journalisme, contribuera à soutenir l'industrie qui continue à trouver ses marques dans le nouvel environnement. Bien entendu, le projet de loi n'est pas exempt de critiques. Certains lui reprochent, par exemple, de maintenir en vie des publications qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour s'adapter à la nouvelle réalité. Je laisserai ce jugement à d'autres qui connaissent mieux les efforts déployés par certains de ces médias, dont beaucoup sont publiés depuis des générations. Je dirais cependant que le fait de ne pas soutenir ces publications risque d'entraîner la perte de quelque chose de plus important que les publications elles-mêmes. Je parle en fait de l'infrastructure qui soutient l'ensemble de la profession. Alors, ce qui est en jeu ici, en fin de compte, c'est la suppression de mains expérimentées qui maintiennent ce secteur qui est arrivé à maturité. Lors de notre examen du projet de loi, il est apparu clairement que les jeunes diplômés en journalisme ont de moins en moins de mentors à qui s'adresser. Ces jeunes journalistes sont placés à des postes de direction qu'il leur aurait fallu de nombreuses années pour atteindre auparavant. Et il y a de moins en moins de jeunes prometteurs d'année en année. Compte tenu de cette contraction, faut-il s'étonner que les publications qui traitent de la désinformation deviennent de plus en plus influentes? S'appuyer sur de telles publications pour transmettre des informations serait une mauvaise chose, même pour les grandes entreprises technologiques. Je me demande donc pourquoi ces entreprises continuent d'utiliser des tactiques d'intimidation pour s'opposer à ce projet de loi. Comme vous savez, ces grandes plateformes sont allées jusqu'à expérimenter le blocage de l'accès aux informations sur leur site. Cette semaine, Meta a commencé à bloquer les actualités de certains Canadiens sur Facebook dans le cadre d'un test qui devrait durer tout le mois. Google a fait quelque chose de similaire au début de l'année. Alors, ce n'est pas à moi de dire si de telles mesures sont contre-productives pour la réputation canadienne d'une entreprise ou pour ses résultats financiers. Mais je pense qu'il est difficile d'être crédible. Je pense qu'il est difficile de croire ces entreprises lorsqu'elles affirment que c'est en quelque sorte leur droit de libre marché de tirer des revenus de publicité sans rémunérer ceux qui créent le contenu. Les musiciens qui écrivent des chansons populaires sont payés lorsque ces chansons sont jouées à la radio. Les auteurs dramatiques perçoivent une redevance lorsque leur œuvre est jouée sur une scène, même au théâtre communautaire. Et lorsque l'image d'une personne célèbre est utilisée pour faire la publicité d'un produit, cette personne est payée pour la valeur de la marque personnelle qu'elle a créée après de nombreuses années de travail acharné. Pensez à Ronald Reagan. Vous voulez utiliser Born in the USA comme chanson thème de votre campagne électorale? D'abord, vous devriez demander à The Boss, Springsteen. Ces plateformes affirment que les nouvelles n'ont que très peu de valeur pour elles. Ça aussi, c'est difficile à croire. Les utilisateurs se tournent vers les médias sociaux et les moteurs de recherche pour accéder à l'ensemble de l'Internet. 77 des Canadiens s'informent en ligne, dont 55 qui utilisent les plateformes de médias sociaux pour accéder à l'information. Le professeur Dwayne Winsek, qui a témoigné ici le mois dernier, estime qu'en 2021, les recettes publicitaires de Google au Canada seulement s'élevaient à 4,9 milliards de dollars. 4,9 milliards, tandis que cette de Meta était de 4 milliards. Ce qui inquiète vraiment ces multinationales étrangères, c'est le contrôle de leur position dominante sur le marché. Les observateurs internationaux, dont les pays envisagent des initiatives de compensation similaires, remarquent ce comportement. Damien Collins, député britannique et ancien ministre de la Technologie, et c'est un député conservateur, a dit ceci. Cela en dit long sur les valeurs d'une entreprise comme Meta, qui, au Canada, au lieu de verser une modeste compensation aux entreprises de presse pour la diffusion gratuite de leur contenu, préfère le bloquer. Une grande victoire pour les propagateurs de désinformation s'ils vont jusqu'au bout de leur démarche. Ces mêmes observateurs suivent de très près l'expérience canadienne.
le fait que ces géants de l'Internet préfèrent couper l'accès des Canadiens aux informations locales plutôt que de payer leur juste part est un véritable problème. La communauté internationale évalue également l'efficacité de ce projet de loi dans de nombreux cas pour voir si elle peut s'en inspirer pour sa propre législation. Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande proposent une législation comparable, tandis que les pays européens mettent en œuvre la directive européenne sur le droit d'auteur qui impose aux plateformes des obligations comparables en matière de rémunération des éditeurs de presse. Ils créeront sans doute une législation adaptée à leur situation. Ça peut même qu'ils améliorent notre projet, comme nous avons amélioré la version australienne. Ce qui soulève la question suivante. Ce projet de loi aurait-il pu être amélioré? L'avenir nous le dira. Permettez-moi toutefois de dire que le comité qui a examiné le projet de loi C-18 l'a fait de manière rigoureuse et réfléchie et a ajouté un certain nombre d'amendements qui sont soutenus par le gouvernement. Il s'agit, par exemple, de mettre en place un fil conducteur pour que le régime complet entre en vigueur dans les 6 mois suivant la sanction royale, garantir qu'un point de vente n'est pas obligé de participer au régime s'il ne le souhaite pas, l'ajout d'un langage qui traite des communautés minoritaires de langues officielles, ainsi que des communautés noires, indigènes et autres communautés racialisées. Toutefois, le gouvernement a manifesté son opposition à un amendement adopté par le comité. Cet amendement obligerait les négociateurs à fixer des limites à la négociation en attribuant une valeur spécifique au contenu des informations en limitant potentiellement les négociations sur d'autres éléments de valeur. Le gouvernement s'est opposé à cet amendement parce qu'il risquait d'entraîner des négociations moins favorables pour les organes de presse. À l'heure actuelle, le projet de loi ne fixe intentionnellement pas de limite à ce que les parties peuvent négocier, ce qui leur permet de négocier sur des éléments qui ne relèvent pas du contenu des informations. En vertu du projet de loi actuel, le CRTC serait tenu de prendre en compte non seulement la valeur du contenu de l'information, mais aussi la valeur des informations personnelles du lecteur qui peuvent être utilisées à d'autres fins. Cet amendement réduit la compensation potentielle pour les points de vente. Ne me croyez pas sur parole, croyez-en les membres de l'industrie qui ont été surpris par cet amendement. Ils affirment qu'il les menotte et qu'il favorise davantage les plateformes que les médias. Paul Deegan, PDG de News Media Canada, qui représente 560 sites, a déclaré ce qui suit. L'amendement limiterait la capacité des éditeurs de presse à négocier une compensation équitable avec les plateformes dominantes. La valeur sera déterminée lors des négociations. Pierre Elliott Levasseur, président de la presse, est d'accord et, je cite, « Cet amendement nous mettrait des bâtons dans les roues. Il nous empêcherait de négocier avec les plateformes qui jouissent d'un énorme déséquilibre de pouvoir par rapport aux éditeurs de presse. » La majorité des médias canadiens ont tenté de conclure des accords avec Facebook et Google, mais se sont vus claquer la porte au nez. C'est particulièrement vrai au Québec, où la presse, les titres de Québécois et les hebdos ont tous été laissés pour compte. Cet amendement profite aux plateformes au détriment des éditeurs. C'est ce qu'a dit Pierre Elliott Levasseur. Permettez-moi de conclure en soulignant à nouveau la nécessité d'une action urgente. Les grandes entreprises technologiques n'aimeraient rien de plus que de voir ce projet de loi reporté au-delà de l'été, ce qui leur ferait perdre un temps précieux pour négocier des accords indispensables avec des organes d'information qui sont déjà dans une situation très délicate. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'annonce faite cette semaine par BCE qui prévoit consolider sa division de l'information en supprimant 1300 postes et en fermant ou en vendant 9 stations de radio. Il n'est pas non plus exagéré de dire que le tissu même de notre démocratie dépend des médias robustes et diversifiés. Sans eux, le corps politique ne disposera pas des informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur l'avenir de notre pays. Si vous vous en doutez, jetez un coup d'œil aux nations qui n'ont pas accès à une presse sans entrave et au pouvoir incontrôlé exercé par leurs dirigeants souvent autocratiques. Je ne parle pas seulement des exemples les plus vicieux comme Vladimir Poutine. Je pense aussi à une nation comme la Hongrie, dirigée par le premier ministre autoritaire Viktor Orban. Reporters sans frontières classe actuellement la Hongrie au 85e rang mondial en matière de liberté de presse. Il y a 10 ans, elle était classée 40e. La Turquie est un autre exemple. Au mois d'avril, lors des récentes élections dans ce pays, le radiodiffuseur public a consacré 60 fois plus de couverture aux candidats sortants et futurs vainqueurs, Recep Erdogan, qu'à son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu. Ces deux pays étaient jusqu'alors des démocraties occidentales relativement fortes. Ici au Canada, nous ne vivons évidemment pas dans le même environnement, mais nous devons être plus vigilants que nous l'avons été pour protéger la démocratie.
Si vous pensez que j'exagère, regardez les menaces qui pèsent sur le pluralisme et qui se sont enracinées dans le pays au sud de chez nous. Nous ne l'avons peut-être pas constaté auparavant, mais il est clair que la démocratie est une chose fragile. Il s'agit d'un projet de loi essentiel qui vise à protéger l'une de nos institutions démocratiques les plus importantes. Il doit être adopté avant l'été et recevoir la sanction royale avant l'été pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, je vous exhorte à appuyer ce projet de loi en troisième lecture.